Bienvenue sur cette vidéo, ici Spartan et Leonardus pour digitalpainting.school. On se retrouve pour une troisième vidéo avec 10 astuces pour Photoshop. J'en avais déjà fait 2 autres par le passé. En fouillant un petit peu la chaîne YouTube, tu peux les retrouver. Elles datent un petit peu, mais elles sont toujours valables. Donc pour ces 10 nouvelles astuces, certaines vont être propres au digital painting et d'autres vont très bien convenir à n'importe quel utilisateur de Photoshop. Et même si tu es un utilisateur aguerri, je pense qu'il y aura au moins une ou deux astuces que tu ne connaîtras pas ou alors que tu connais mais que tu n'utilises pas. Leonardus, c'est parti! Alors, c'est parti pour la première astuce, sûrement la moins importante de toutes, mais j'aime bien parce qu'elle est drôle, alors on va la faire en premier. On va aller dans Filtres, Neural Filters, autrement dit les filtres neuronaux qui ont été ajoutés par Adobe depuis quelques temps, qui ne sont d'ailleurs sincèrement pas d'une grande utilité, en tout cas en digital painting. On s'en sert pas souvent, mais moi je voulais te montrer Portrait Intelligent parce qu'il est assez drôle. Ici, la première fois, tu vas sûrement devoir télécharger quelque chose, tu fais juste OK, et ensuite tu pourras cliquer là pour l'activer. Et là, tu vas pouvoir modifier ton visage. À la base, c'est fait pour des photos, mais je trouvais ça intéressant que ça fonctionne aussi, en partie, avec du digital painting. Donc là, par exemple, notre cher petit Spartan, j'avais fait un autoportrait en digital painting, et ben on va le vieillir un petit peu. On va mettre plus 50. Là, tu peux voir juste en dessous qu'on a un traitement qui se fait, donc des fois, il faut attendre quelques secondes, et ensuite, on va avoir Papy Spartan. Et voilà. Donc là, l'âge, on va dire que je le remets à 0, peu importe. Allez, après l'âge du visage, celui qui peut nous être utile en digital painting, ça va être dans Général, direction de la lumière. Alors là, c'est peut-être pas le meilleur exemple, dans le sens où j'ai un éclairage qui est déjà plutôt complexe. Donc dans ce portrait, j'avais 2 sources de lumière, une à gauche, une à droite. Mais malgré ça, tu verras quand même que ça va partiellement marcher. Je vais ici venir rajouter plus 50 à droite, et tu vas voir que après quelques secondes de traitement, le visage sera plus éclairé par la droite et on aura plus d'ombre projetée sur la gauche. Voilà, là, tu peux voir le résultat. Donc effectivement, ça permet de modifier l'éclairage du visage. Je trouve ça quand même assez impressionnant. Alors je pense que ça aurait mieux marché avec une image où justement il n'y a qu'une seule source de lumière, mais retiens quand même l'astuce, qui sait, ça peut peut-être des fois servir. Ensuite, on va avoir d'autres réglages, comme changer l'épaisseur des cheveux, direction des yeux, mais la vraie raison pour laquelle je voulais te montrer cette astuce Photoshop, c'est parce que tu peux complètement massacrer un visage, et sincèrement, c'est quand même plutôt drôle. Là, par exemple, notre cher Spartan, on va aller dans Expression, et on va le rendre en colère. Voilà, regarde-moi ça, regarde-moi ce regard de braise. Ah, j'aimerais pas le croiser dans la rue. Hein. Allez, on va au contraire enlever de la colère. Voilà, on va rajouter du bonheur. Voilà, là on commence à avoir un beau visage bien pété. Moi, c'est le genre de truc qui m'amuse comme un gamin. Et on va pouvoir ici changer la direction de la tête. Donc là, je pense que... Voilà, ça va rajouter encore une petite couche de bizarrerie. Voilà. Et après, une fois que tu es satisfait, tu valides. Et là, on a ainsi massacré notre cher petit Spartan. Ah, il a quand même une belle tête de winner. Alors, je vais te montrer un cas de figure qui est assez classique en digital painting. On a notre image qui est faite de plein de calques et on va créer un calque par-dessus en incrustation, ou d'ailleurs en n'importe quel mode de fusion. Et je vais repeindre par-dessus avec voilà, une espèce de jaune un peu vert. Je vais mettre l'opacité à 50. Voilà, j'ai envie de rajouter plein de vert là-haut. C'est super sympa. Je vais mettre plus du orange vers le bas. Et sur sa tête, on va lui mettre du bleu. Donc là, je suis très satisfait de mon calque en incrustation. C'était exactement la petite modification de couleur que je voulais. Mais maintenant, je reviens sur le calque en dessous, celui sur lequel j'étais en train de peindre, pour continuer, et de cette manière, je peux continuer à peindre en dessous. Mais le problème, si je travaille comme ça, c'est que à chaque fois que je vais vouloir prendre avec la pipette une des couleurs que j'ai sélectionnées, pour repeindre par exemple sur le crâne, voilà, donc je vais reprendre par exemple cette couleur d'ombre, bah tu vois que j'ai pas pris la bonne couleur, j'ai repris la couleur qui a été obtenue suite au calque d'incrustation qui est par-dessus. Donc si je voulais par exemple ajouter des cornes sur le crâne, bah je devrais prendre avec la pipette cette couleur. Hop, ensuite je fais les cornes. Voilà, superbe. Mais malheureusement, j'aurais beau à chaque fois cliquer pour prendre la couleur avec la pipette, j'aurai jamais la même couleur que là où j'ai justement pipeté. Et c'est normal puisque les couleurs que j'échantillonne sont celles qui sont actuellement visibles et qui sont transformées par le calque en incrustation. En fait, il faudrait à chaque fois que je désactive mon calque en incrustation, que je prenne ensuite la couleur du crâne, que je réactive mon calque en incrustation, et là, je pourrais peindre avec la bonne couleur. Et ça, c'est quelquefois super relou, parce que à chaque fois devoir désactiver un calque, prendre avec la pipette, réactiver, continuer à peindre, etc., il y a de quoi devenir fou. Donc pour ça, la petite astuce, c'est un truc tout bête, mais qu'on a tendance à oublier. En tout cas, moi, j'ai été obligé de le redécouvrir pour un projet que j'ai fait récemment.
c'est d'aller sur l'outil pipette, donc en appuyant sur la touche I, ou sinon on le retrouve juste ici, et là il y a ce petit menu déroulant, échantillon. Au lieu de prendre tous les calques, on peut prendre calque sélectionné. Et donc maintenant, si je prends avec la pipette la couleur du crâne, j'ai vraiment la couleur du calque qui est sélectionné. Tu vois, je peux enfin repeindre sans que mes couleurs soient déformées, soient transformées par le calque en incrustation par-dessus. Donc ça c'est cool, c'était exactement ce que je voulais. Voilà, donc retiens qu'à tout moment, tu peux aller sur I pour revenir sur l'outil de pipette, tu vas ici, calque sélectionné, ou alors tu peux faire actif et inférieur, d'ailleurs ça aurait aussi pu marcher, si je ne me trompe pas. Donc là par exemple, si je prends cette couleur, voilà, effectivement j'ai bien pris la bonne couleur, elle n'est pas retransformée encore plus. Donc on peut aussi faire ça. Voilà pour la petite astuce. Cela dit, pense toujours à revenir ensuite sur tous les calques. Si jamais tu oublies, des fois tu auras des résultats bizarres. Allez, astuce numéro 3. Alors, maintenant, on va parler un petit peu de la grille de déformation. Donc là, sur un calque à part, j'ai sélectionné mon personnage. Voilà, cette espèce de dieu ou de démon, je sais pas trop ce que c'est, qui flotte dans les airs. Il est donc sur son calque à part et je vais vouloir le déformer. Pour faire ça, on a plusieurs options. On a bien sûr le filtre fluidité. Voilà, que tu connais peut-être déjà, que j'ai déjà présenté justement dans une précédente vidéo de 10 astuces. Mais sinon, on a l'autre option qui des fois est différente et plus rapide, ou en tout cas qui correspondra plus à ce qu'on veut, qui est de faire CTRL-T, clic droit, déformation. Et quand tu fais ça, tu as justement une grille de déformation qui arrive. Donc tu vois qu'on a vraiment un quadrillage qui se crée. Donc ça découpe en 3 parties notre image vers le haut, dans la hauteur, et ça découpe en 3 dans la largeur aussi. Et à partir de là, on peut déformer voilà, notre petit calque, donc ici le personnage, et on peut comme ça bouger tous les points. Donc soit on le fait directement dans la grille, soit on peut bouger les points et les poignets. Ce sont 2 manières et tout dépend exactement ce que tu veux faire. Voilà, je reviens en arrière, et moi ce que je veux te montrer, c'est justement une option qui te permet d'avoir plus de précision lorsque tu fais ça. Je trouve que c'est assez peu connu, donc on va refaire CTRL-T, on va refaire clic droit, déformation, et ici, au lieu de prendre la grille par défaut, on va prendre la grille 3x3. Et une fois que tu fais ça, tu vois que tu as beaucoup plus de lignes, beaucoup plus de quadrillage, ce qui veut dire plus de précision lorsqu'on va faire des transformations. Maintenant, si je viens par exemple ici, je fais des drag and drop pour essayer de modifier ça. Tu vois que je vais cette fois-ci le modifier avec beaucoup plus de précision. Je modifie des zones qui sont en fait beaucoup plus petites. J'ai beaucoup plus de points, ce qui me permet d'avoir plus de contrôle. Et voilà, et une fois que c'est bon, je valide. Donc ça, je m'en sers de plus en plus souvent, quelquefois c'est vraiment super pratique. Et je te montre une dernière chose avec ça, donc clic droit, encore une fois, déformation. Là on est sur 3x3, bien sûr il y en a encore plus, 4x4, 5x5. Là ça commence à faire beaucoup de points, beaucoup de possibilités. Cela dit, voilà, tu peux là aussi essayer de t'amuser à transformer ça. Voilà, tu vois que tu auras encore plus de contrôle. Et en cliquant à certains endroits, tu vas pouvoir faire apparaître des poignées. Donc des fois, c'est plus utile de bouger les poignets plutôt que de vouloir bouger tout le quadrillage. Autre chose, si tu appuies sur CTRL, tu vois que j'ai des barres qui apparaissent et je peux rajouter en fait des nouveaux points autant que je veux. Donc on peut très bien se faire une grille personnalisée. Donc là, tu vois par exemple, je me rajoute des points ici et là, et j'ai maintenant encore plus de contrôle. Voilà, tu vois, je peux bouger vraiment juste ces parties-là si je veux. Allez, fin de la présentation. Alors pour la 4e astuce, j'ai pris toute ma création et je l'ai écrasée sur un seul calque, histoire de te montrer le résultat de manière un peu plus flagrante. Je vais dézoomer et on va aller dans Images, Réglages, Correction sélective, juste ici. Je trouve cet outil extrêmement puissant. Si comme moi, tu fais des fois des choses qui sont assez réalistes ou en tout cas que tu as envie vraiment d'avoir un contrôle parfait sur les couleurs, cet outil est vraiment très bien. Donc là par exemple, je vais sélectionner uniquement les jaunes. Et c'est ça que te permet de faire la correction sélective, c'est de modifier seulement une couleur sur ton calque, pas les autres. Par exemple, si je fais CTRL U, donc pour changer la teinte saturation, je vais évidemment tout changer, mais là, j'ai vraiment la précision de pouvoir changer uniquement les jaunes, tu vois. Là, je rajoute du cyan dans les jaunes. Au contraire, je vais en enlever pour rajouter du rouge. Et tu vois que les seules couleurs qui ont été affectées, c'est uniquement là où on avait du jaune. Je vais te le montrer avec une autre couleur, on va prendre par exemple, on va prendre les rouges, justement, parce qu'il n'y a pas énormément de rouge, il y a un petit peu de rouge ici, dans les détails au bas, on a un petit peu de rouge ici et un petit peu de rouge là-haut, à mon avis ce seront ces zones-là qui seront modifiées. Donc admettons que toutes ces zones rouges,
j'ai envie de les rendre justement plus rouges, plus magenta, histoire qu'elles soient plus visibles. Alors, je reclique sur aperçu, bien sûr. Donc tu vois qu'effectivement, c'est bien ce que j'avais dit, ce sont les zones ici, là, et les petits détails qui ressortent. Je vais augmenter aussi le magenta. Voilà, et de cette manière, tu vois que j'ai pu changer uniquement les rouges. Personnellement, je trouve ça super puissant. Allez, pour finir, on va aller dans les cyans. Donc les cyans, c'est vraiment la couleur qui est dominante dans l'image. Donc là, à mon avis, si maintenant je rajoute par exemple du jaune, non, on va plutôt mettre du vert, allez. Voilà, tu vois, je rajoute sur une belle portion de l'image. On peut rajouter du jaune, en enlever, voilà, pour quelque chose de plus bleu. On peut faire pareil, par exemple, en allant dans les verts. On va mettre un peu plus de bleu. Donc là, ça change pas énormément, si ça change quand même sur le bas de l'image. Voilà, tu peux le voir si tu regardes vers ici. Et je peux ensuite valider. Et là, tu vois que j'ai obtenu une nouvelle palette de couleurs. Tu vois, je fais CTRL Z pour te montrer avant-après. Mais surtout, je l'ai obtenu avec vraiment une précision qui est impossible à avoir autrement. Tu aurais très bien pu utiliser teinte saturation, ou alors les courbes, ou alors les niveaux, ou même les balances des couleurs. Je trouve que ce n'est pas aussi puissant que ça. Donc ça, c'est une astuce plutôt avancée, mais elle est vraiment à retenir. Alors la petite astuce suivante, elle est toute bête, mais c'est un truc que j'ai découvert il n'y a pas très longtemps. Très souvent, on va venir bouger son calque, on va zoomer, dézoomer, et si tu as envie de recentrer ton image dans l'espace de travail, tu peux appuyer au choix, soit sur la touche début, soit sur la touche fin de ton clavier. Et voilà ce qui se passe. D'un coup, comme par magie, ton image est à nouveau centrée. Et ça marche n'importe comment, tu vois, je refais hop, début ou fin, et je suis automatiquement centré. Hop, début ou fin, et ça revient. Tu sais, début et fin, ce sont ces deux touches dont on ne se sert jamais sur le clavier, et qui sont juste au-dessus des flèches directionnelles. Donc si tu les as, retiens que ça peut te servir. Et d'ailleurs, c'est aussi pratique lorsque tu es zoomé dans l'image. Par exemple là, si j'ai envie très rapidement d'aller vers le bas de l'image, je vais appuyer sur fin, et hop, j'arrive immédiatement en bas. De la même, si j'appuie sur début, je reviens sur le haut du document. Et lorsque je suis dézoomé, tu l'as compris, n'importe laquelle de ces touches va permettre de recentrer le document. Voilà, petite astuce à connaître. Alors, encore une autre astuce qui est vraiment toute bête, très rapide. Admettons que tu utilises l'outil pinceau, quelquefois ça va être le tampon de duplication, ou alors l'outil doigt, et qu'à chaque fois tu as vraiment des réglages assez précis. Par exemple pour l'outil doigt, on va dire que j'ai envie de garder, voilà, ce brush là. Il me plaît bien, je vais le modifier un petit peu, donc je vais faire F5, je vais changer sa diffusion. Voilà. Je vais rajouter un petit peu de pas. Voilà. Et comme ça, lorsque je passe avec mon outil doigt, tu vois que ça me fait une espèce de mélange des couleurs. Alors il est un petit peu fort, on va mettre l'intensité à 28. Et voilà, tu vois que ça me permet de faire une espèce de blending, voilà, qui pourrait me plaire si j'ai envie de flouter le fond, peu importe. Là, ce que j'ai surtout envie de faire, c'est de garder ces réglages. Donc là, pour rappel, si je veux garder ces réglages de brush et ne pas avoir besoin, à chaque fois que je reviens sur l'outil doigt, de refaire les modifications, donc la sélection du brush, ensuite faire F5, rechanger la diffusion, le pas, j'ai juste à aller dans la fenêtre paramètres de pinceau, donc F5 pour rappel, et là, tout en bas à droite de cette fenêtre, je vais cliquer sur le plus. Et lorsque je clique là, je peux renommer ma forme de pinceau, je fais OK, et voilà, j'ai créé un nouveau brush. Si je fais un clic droit, tu vois que tout en bas dans ma liste est apparu ce nouveau pinceau. Cela dit, c'est pas ça l'astuce. Ça, tu le savais sûrement déjà. L'astuce, c'est que tu vas pouvoir assigner cette forme de pinceau à l'outil doigt directement. Je vais te montrer tout de suite à quoi ça sert. Donc, on va revenir en arrière, je vais supprimer ça. Voilà, OK. Je garde toujours l'outil doigt sélectionné, ça c'est très important. Une fois que j'ai fait mes réglages, je reclique ici. Et cette fois-ci, je vais cliquer ici sur « Inclure les paramètres d'outils ». Là, je valide, et maintenant ce qui s'est passé, c'est que tu vois que le brush qui a été créé a une petite icône de doigt en plus. Et là, ça devient vraiment pratique, parce que lorsque je suis sur l'outil brush, voilà, donc je suis en train de peindre mes petites formes, je suis super satisfait, waouh, c'est beau ce que je suis en train de faire, mais c'est magnifique, mais Spartan, t'es trop fort. Ouais, t'as raison Leonardus. Ce que je peux faire à partir de maintenant, si j'ai envie justement d'appliquer mon outil doigt, c'est de faire un clic droit, de sélectionner le fameux brush en question, et voilà, j'ai automatiquement, comme tu le vois, l'outil doigt qui a été sélectionné. Je ne suis pas resté sur l'outil pinceau. Alors je vais te montrer ça de manière un peu plus souple. Donc ce brush là, on va le passer là-haut. Voilà, par exemple ici parmi les premiers brushes, comme ça on le retrouve très facilement, ça permet justement d'être beaucoup plus souple. Donc je vais revenir sur l'outil pinceau, à nouveau je pince ce que j'ai envie de faire, clic droit, je viens dessus directement et hop, j'ai non seulement choisi le brush que je voulais, mais j'ai aussi changé d'outil. Et ce qui est vraiment intéressant, c'est que maintenant, vu que j'étais avec l'outil pinceau dessus, je vais retrouver ce brush et son outil ici dans les plus utilisés. Donc là, très rapidement, je peux maintenant revenir sur l'outil doigt, directement à partir d'ici. Ensuite, je peux revenir sur le pinceau. Si je veux, hop, je refais ça, outil doigt, etc. Donc ça peut être vraiment bien pratique à connaître.
Alors, si jamais tu as envie de flouter une zone de ton image, voire même toute ton image, tu connais sûrement déjà le flou gaussien. Donc je vais prendre par exemple ici avec mon outil de sélection, on va prendre tout ça. Tiens, je vais prendre tout le fond. Voilà, les quelques personnages perchés là-haut aussi. Voilà. Si jamais tu te poses la question, ça c'est un de mes derniers digital painting que j'ai réalisé à l'aide d'une IA. D'ailleurs, j'en parle et je le montre dans une autre vidéo. Fin de la petite parenthèse, je vais justement, dupliquer ce calque. Voilà, donc comme ça j'ai juste ça sur une sélection. Je vais faire filtre, flou gaussien, voilà, juste ici. Et là, je peux appliquer un flou. Donc je vais zoomer un petit peu, histoire qu'on voit bien. Voilà, je peux mettre un flou, par exemple, à 3 pixels. Je valide, et voilà. Tu vois, ça me crée une espèce d'effet de profondeur de champ entre le personnage qui est ici au premier plan, la foule, et le décor derrière qui est plus flou. Seulement, il faut savoir que j'utilise de moins en moins le flou gaussien, parce que je trouve que la galerie de flou est beaucoup plus puissante. Donc, on va aller ici dans Filtre, et on va descendre dans Galerie d'effets de flou. Et là, on va avoir 5 flous qui sont, je trouve, beaucoup plus puissants que les flous basiques qui sont dans Photoshop depuis des années et des années. Là, par exemple, je vais prendre le flou de profondeur de champ. Voilà, automatiquement, tout mon calque est flouté. Donc là, je peux augmenter le flou ici. Voilà, je le trouve plus réaliste que le flou gaussien, les résultats sont meilleurs. On peut aussi aller, par exemple, je vais décocher ça dans Bascule décentrement. Celui-ci, je pense qu'il pourrait bien marcher dans notre cas. Donc je vais l'ouvrir, je vais le cocher pour l'activer, et ça me permet, tu vois, de choisir certaines zones dans lesquelles je vais appliquer mon flou ou non. Donc je vais le descendre par exemple, et je vais dire que plus on monte vers le haut, plus ça devient flou, voilà, jusqu'à derrière cette espèce de structure, cette espèce de ville, et là, je peux valider. Et là, je trouve ce flou vraiment plus intéressant que le flou gaussien qu'on avait avant. Je vais te montrer la différence, donc filtre, flou gaussien, voilà, donc là je vais réappliquer mon flou gaussien de 3, je vais réactiver par-dessus. Alors je vais mettre plus que 3, histoire d'avoir un flou qui soit plutôt ressemblant. On va mettre filtre flou gaussien, voilà, je dirais qu'on peut mettre 6. Voilà. Et là, tu vois, je te compare les deux flous. Je ne sais pas si tu t'en rends bien compte, mais l'algorithme n'est pas tout à fait le même et la manière de flouter n'est pas identique. Et justement, ce flou est meilleur, celui que je t'ai montré. Il va se rapprocher d'un autre filtre que j'utilisais pas mal pour flouter, qui était le filtre flou de l'objectif, juste ici. Voilà, et là, tu fais OK. Et tu obtiens de nouveau un flou qui est, comme tu le vois, beaucoup plus proche de celui qu'on a obtenu avec la galerie d'effets de filtre. Tu vois qu'on est sur quelque chose de vraiment plus proche. Voilà pour la petite astuce, je reviens en arrière. En tout cas, sache que si tu as des flous qui sont assez forts à faire dans tes images, je te conseille vraiment de passer par ici plutôt que de passer encore et toujours par ce bon vieux flou gaussien. Les résultats ne sont pas les plus réalistes. Les aberrations chromatiques, ce sont ces petits effets de couleur qu'on peut ajouter sur les bords des éléments qui sont dans une image et qui vont donner un petit côté un peu différent. Ça peut ajouter une certaine forme de réalisme puisque ça va un petit peu imiter le rendu qu'on peut avoir dans certaines vidéos ou avec certaines caméras. Je vais te montrer tout de suite ce que c'est, comme ça tu verras ce que c'est. Mais surtout, je vais te montrer deux méthodes différentes pour les faire. Donc la première, celle que j'aime bien faire, est la suivante. On va aller dans Filtre, Correction de l'objectif. Alors je vais juste redimensionner ça, voilà, pour que tu vois tout. Voilà, donc je disais, on clique ici sur personnaliser, et là, tu as un petit menu aberration chromatique. Et là, on va pouvoir changer nos réglages. Donc là, à toi de voir comment est-ce que tu veux les modifier. Généralement, on va toujours faire pareil, on va toujours les mettre soit à plus 100, soit à moins 100. Donc là, je vais faire par exemple moins 100 ici, ensuite 0, ensuite moins 100. On pourrait même mettre celui-ci à 100. D'ailleurs, je pense que comme ça, l'effet sera encore plus puissant. D'ailleurs, si on zoome dans l'image, je pense qu'on verra. Effectivement, voilà, tu vois de quoi je parle, je vais valider. Tu vois que l'aberration chromatique, c'est ce petit effet qui a été rajouté, tu vois, où les couleurs semblent en quelque sorte décalées. C'est comme si on avait pris les couches R, V et B et qu'on les avait décalées un petit peu séparément les unes des autres. Donc les deux méthodes que je vais te montrer ont des pour et des contre. Le pour que j'aime bien avec cette méthode, justement, c'est qu'en passant par le filtre de correction de l'objectif, l'aberration chromatique va être beaucoup plus forte sur les bords de l'image. Tu vois que vers le centre, ici, vers le centre de l'image, comme si c'était le centre de l'objectif, on n'a aucune aberration chromatique. Alors que si on va vers les bords, tu vois que là, elle est beaucoup plus forte. Pareil, si je vais vers le bas, voilà, tu vois qu'on s'en rend bien compte, elle est vachement plus forte. Donc ça, je trouve que ça apporte justement un petit côté un peu réaliste. C'est un petit peu moins basique, on va dire, que l'aberration chromatique de base. L'inconvénient, c'est évidemment que ça va déformer un petit peu ton image. Tu vois que ça l'étire un petit peu vers le haut, comme si justement tu avais une déformation d'objectif. Donc ça, c'est la première méthode. Personnellement, c'est ma préférée. Je t'en montre une autre qui est très rapide.
Il y en a encore d'autres que je pourrais te montrer, mais elles sont beaucoup plus lentes, hein. C'était en passant par les couches notamment. L'autre technique, c'est de repartir de ton calque, hein. Donc tu écrases toute ton image sur un seul calque. Pour ça, le raccourci c'est CTRL-ALT-MAJ-E. Voilà, ça te duplique tous les calques visibles sur un seul calque. Donc c'est important d'avoir une copie de ton calque. Donc je vais faire CTRL-J encore une fois. Et là, je vais double-cliquer dessus. Voilà, comme ça m'ouvre le style de calque. Et là, je vais pouvoir choisir les couches R, V ou B. Donc là, je vais par exemple enlever la couche V. Je vais faire OK. Donc là, tu peux remarquer qu'il n'y a pas grand-chose qui s'est passé. Mais si maintenant, je décale mon calque, donc là, tu vois, je le bouge avec les flèches, tu vois que l'aberration chromatique apparaît. Donc ça, c'est sans, ça, c'est avec, sans, avec. Tu vois que c'est très facile à créer, très facile à reproduire. Et bien sûr, plus tu vas décaler ton calque, plus l'aberration sera fortement visible. Donc ça, c'est la deuxième méthode. Elle a un avantage, c'est que justement, on a le contrôle en quelque sorte sur le décalage des couleurs. Donc on peut faire une aberration chromatique qui va être plus ou moins visible de manière, je trouve, plus rapide et plus facile. Et par ailleurs, c'est aussi une technique qui est un peu moins destructrice puisqu'à tout moment, on peut revenir dessus, on peut rouvrir la fenêtre de style des calques et modifier les couleurs comme on en a envie. Là, par exemple, je vais enlever le bleu, le rouge pour avoir juste du vert et tu vois que ça marche très bien aussi. Voilà les deux méthodes actuellement les plus rapides que je te conseille pour faire des aberrations chromatiques. Alors celui-là, je l'ai déjà présenté, mais je vais le représenter encore une fois tellement il est important, il est absolument à connaître. S'il y a bien une chose qu'il faut faire de temps en temps dans son digital painting, c'est de contrôler les valeurs. Donc les valeurs, ce sont les intensités lumineuses de l'image. En gros, Leonardus, tout ce jargon veut simplement dire regarder son image en niveau de gris. On enlève les couleurs pour voir justement s'il y a des problèmes de luminosité, des problèmes de contraste ou autre. Ça permet vraiment de contrôler sa lumière, de contrôler sa composition, etc. Donc là, tu vois que je le fais très rapidement en appuyant simplement sur le raccourci CTRL-Y qui permet de montrer le format d'épreuve. Donc comment est-ce que tu peux avoir ce petit raccourci bien pratique pour contrôler tes valeurs? Si tu ne connais pas l'astuce, il faut aller ici, dans Affichage, Format d'épreuve, Personnaliser. Et en cliquant dedans, tu vas choisir ici Dot Gain 10% et tu valides. Et maintenant, à chaque fois que tu feras CTRL-Y, tu vas pouvoir rentrer dans ce mode d'affichage et donc contrôler très rapidement tes valeurs. Ma 10e et toute dernière astuce a un lien direct avec ce que je viens de te montrer, à savoir ce petit raccourci pour contrôler les valeurs. Il va s'agir de la chose suivante, on va aller dans Fenêtre, Réorganiser, et là, tout en bas, on a cette option. On va faire Nouvelle fenêtre pour blablabla, donc tout ça c'est le nom de mon PSD. Et voilà, et là tu vois qu'il m'a créé juste ici, avec ce nom à rallonge là, une deuxième fenêtre pour mon PSD. Donc là, ce qu'il m'a créé, c'est simplement une instance de la première fenêtre. Donc ce que je vais modifier dans une des deux fenêtres va aussi être modifié dans l'autre. Ce ne sont pas deux ouvertures séparées du PSD. Donc je vais notamment pouvoir faire la chose suivante, c'est que je vais pouvoir placer ici par exemple, hop, ma première image. D'ailleurs ici, tu vois, je vais pouvoir faire début, comme ça je peux la centrer dans ma fenêtre, et je vais pouvoir faire CTRL-Y. Et comme ça, dans cette fenêtre, je vais pouvoir contrôler mes valeurs pendant que je peins ici, dans mon autre fenêtre. Donc là, je crée un nouveau calque. Je vais venir, par exemple, peindre avec du orange dans le ciel. Voilà, je vais venir, je sais pas, faire quelque chose. Voilà, je vais peindre mes formes, et ça permet, comme tu le vois, en temps réel, de voir le résultat dans la fenêtre des valeurs. Et évidemment, ça marche aussi dans l'autre sens, hein. Je peux aussi peindre ici, et tu vois que ça va me rajouter de la couleur dans l'autre fenêtre. Voilà pour la dernière petite astuce. J'espère que ces 10 astuces te seront utiles. En tout cas, j'ai hâte de connaître si toi tu connais des astuces qui ne sont pas listées ici ou dans mes autres vidéos. N'hésite pas à les poster en commentaire. J'adore quand c'est vous qui m'apprenez des trucs. Et comme toujours, si la vidéo t'a plu, un petit commentaire, un pouce bleu et un abonnement, ça permet de grandement aider la chaîne. Je sais Leonardus, mais bon, c'est ça le YouTube Game. Allez, sur ce, à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao l'artiste. L'art digital t'intéresse? Tu as envie d'apprendre ou de progresser en digital painting ou peinture numérique en français? Je t'invite à aller sur digitalpainting.school. Tu retrouveras une communauté super sympa, des cours de qualité et un paquet de ressources gratuites. Allez, on se retrouve là-bas l'artiste.